Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, lancement de l'opération d'adressage et de repérage urbain. Le projet qui s'étendra sur tout le territoire national a démarré à Conakry. Les rues et les habitations auront désormais un nom et un numéro. Nous irons au port autonome de Conakry où les activités se déroulent normalement. Les travailleurs sont chacun à leur poste. C'est un constat de notre reporter Mabintila Issouma. Conakry le 14 septembre, une date peu connue, cependant c'est un des repères de l'indépendance. En effet, le projet commence à prendre forme ce jour. Une délégation avec à sa tête Ahmed Sékou Touré a reçu le général de Gaulle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous savoir nombreux sur les antennes de la télévision nationale. Nous débutons ce journal par le décret numéro D228. Le président de la République décrète, article 1er, sont relevés de leurs fonctions à la direction générale du port autonome de Conakry. Madame Awa Keita, précédemment directrice générale. Madame Mamasta Haribo, précédemment directrice générale adjointe. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure et contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. À Conakry le 14 septembre 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret numéro 229 portant nomination d'un haut cadre à la direction générale du port autonome de Conakry. Le président de la République décrète, article 1er, Madame Hélène Savané, administrateur civil, est nommée directrice générale du port autonome de Conakry. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 14 septembre 2018, signé professeur Alpha Condé. Le héros national, le caporal Moussa Souma, a été reçu au palais Sékou Touré. Ce soldat de tous bords a fait montre de courage et de bravoure en sauvant un enfant dans un incendie. Son courage a servi son peuple, a été salué par le chef de l'État qui vient de l'élever au grade de caporal-chef, Sanassi Keita. Après avoir sauvé un enfant de l'incendie le dimanche dernier au quartier Yimbaya dans la commune de Matoto, caporal Moussa Souma, en compagnie du ministre d'État en charge de la défense nationale, est reçu en audience par le président de la République. Le jeune soldat héroïque qui a extirpé l'enfant de 3 ans du feu au 2e étage d'un immeuble a été gratifié par professeur Alpha Condé en l'élevant au grade de caporal-chef. Bien que le ministre de la Citoyenneté l'ait décoré, il était de mon devoir en tant que commandant en chef de l'armée de le recevoir, de le féliciter. Et à titre exceptionnel, j'ai obtenu du chef d'état-major qu'il puisse passer exceptionnellement de grade caporal à caporal-chef. Et l'encourager et qu'il soit un exemple pour les autres militaires. Parce qu'aujourd'hui, la population, nous avons une armée républicaine et la population gagne les militaires. Aujourd'hui, la population a confiance aux militaires. J'espère que cette image va continuer, que le peuple, son geste va faire que le peuple ait davantage encore confiance à notre armée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a enfin appelé tous les agents de forces de défense et de sécurité à servir d'exemple dans l'exercice de leur métier pour davantage honorer l'image de l'armée guinéenne, aujourd'hui bien perçue sur le plan international. Parlons d'une innovation institutionnelle. C'est une opération d'adressage et de repérage urbain. Elle consiste à identifier et à codifier tous les bâtiments, les patrimoines immobiliers publics et privés, ainsi que le non-bâti. Des cadres recenseurs ont été formés. Ils seront déployés sur le terrain. Au terme de l'opération, chaque rue de Conakry aura un nom et chaque habitation un numéro. Ça a Martin Fancinadouno. La ville de Conakry et d'autres agglomérations connaissent une urbanisation accélérée, conséquence d'une démographie galopante. La situation préoccupe les autorités du pays.
À travers le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, le gouvernement lance le projet d'adressage, un projet innovateur qui offrira aux populations guinéennes un nouveau repérage urbain plus moderne, devant aboutir à la dénomination des routes et voiries. Cette opération de localisation et de codification des bâtis et non bâtis favorisera la promotion des nouvelles technologies de repérage cartographie à l'aide des GPS et des smartphones. C'est une grande innovation. Je crois que le président de la République, dans son programme quinquennal, il a pris des initiatives salutaires de l'amélioration des conditions de vie de la population. Cette amélioration des conditions de vie de la population commence d'abord par la sécurité, par la protection civile. Avec cette opération de géolocalisation et de recensement, désormais on est capable d'installer des numéros verts dans toutes les familles. En cas d'incendie, vous pouvez appeler. Et toute personne peut être localisée par GPS. Quand tu vas à l'extérieur, quand quelqu'un vient chez toi, il prend un taxi, il lui donne le numéro, l'adresse, il peut te dire, viens, il suivra la route jusqu'à arriver à domicile. C'est pas comme ça qu'on fait actuellement. Si tu vas à Bambeto, on t'envoie à Kaloum d'abord, avant de se retrouver, ah je me suis perdu. Donc c'est une action très très importante, salutaire. Pour la mise en œuvre de ce projet ambitieux, le ministère du Budget forme une centaine de cadres recenseurs. Aujourd'hui, ces agents sont déployés sur le terrain avec les outils nécessaires pour favoriser l'identification et la gestion des infrastructures urbaines et des patrimoines immobiliers publics et privés, ainsi que des prestations de services tenues par l'ensemble des acteurs de l'économie nationale. Les codifications, là, d'abord, c'est pour la sécurité du citoyen. Quand votre maison est codifiée, d'abord, quand vous voulez le liquider, vous ne pouvez pas le liquider sans ce code désormais. Voilà pourquoi l'habitat était là ce matin. Donc, au contraire, ça sécurise le citoyen. En plus, on a le projet de la fibre optique qui est déjà en Guinée. Mais pour pouvoir connecter la maison à la fibre optique, il faut être codifié, il faut avoir un code. Si vous êtes identifié, ça facilite aussi. L'adressage est une composante essentielle du vaste programme urbain de rénovation de la ville de Conakry et des villes de l'intérieur du pays. L'un des enjeux de cette opération est que chaque citoyen guinéen puisse être en mesure de maîtriser et de donner à tout étranger le nom des différentes rues et le numéro de son domicile. 20 millions d'euros, c'est le montant que la République d'Italie met à la disposition du gouvernement guinéen. L'accord porte sur le financement d'un programme de soutien au système sanitaire du pays. La signature de convention s'est déroulée au ministère de l'Économie et des Finances en présence de nos reporters Mamadi Gassama et Mounir Bari. Cette signature de convention porte sur le financement du projet de soutien au système sanitaire national. L'enveloppe financière qui s'élève à 20 millions d'euros est une contribution de la République d'Italie. Le montant est remboursable sur une période de 30 ans avec un taux d'intérêt de 0%. Un programme de 21 millions d'euros maintenant signifie une opportunité stratégique, capitale pour la Guinée, je pense, pour plusieurs raisons. Il s'agit pour la population de l'amélioration de services sanitaires à la population dans un secteur tellement fondamental comme la santé. Il s'agit de la modernisation de l'administration guinéenne, parce que lorsqu'il y aura la gestion de 20 millions d'euros d'une façon contrôlée, accompagnée, partagée avec l'Italie, ça signifie moderniser tous les apparats, tous les comités de pilotage qui vont gérer ces fonds. L'acquisition de ce financement va ainsi permettre de répondre à l'une des préoccupations du gouvernement guinéen, qui est celle de l'amélioration du système sanitaire national. Le gouvernement guinéen apprécie hautement cet effort financier consenti par l'Italie et prendra toutes les dispositions requises pour atteindre les objectifs visés par cette convention. Aussi voudrais-je saisir l'occasion de la présente cérémonie pour traduire au peuple et au gouvernement italien la gratitude du peuple guinéen et singulièrement celle de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Ce programme de soutien du système sanitaire va couvrir toutes les régions de la Guinée.
Environ 4 millions de personnes bénéficieront de cette intervention à travers la rénovation et l'équipement de plusieurs hôpitaux préfectoraux, ainsi que la formation d'une trentaine de professionnels de la santé. La Guinée vers un forum national sur le dialogue social attendu par les différentes composantes, syndicats, patronat et gouvernement. Le Bureau international du travail a proposé une feuille de route devant aboutir à l'instauration d'un dialogue social agréable et aussi maintenir des relations professionnelles durables. Moussa Komara nous fait le point. Chaude poignée de main pour témoigner de leur volonté à construire une paix durable en Guinée. Camarade Aboubakar Souma du mouvement syndical de l'éducation, le patronat et d'autres structures syndicales sont unanimes de la tenue d'un forum national sur le dialogue social. Dans cette salle, une feuille de route devant conduire à ce processus de redynamisation est adoptée grâce à l'implication du Bureau international du travail. L'initiative de la tenue de cette assise répond à un souci pour le gouvernement de relancer notre économie en vue d'arriver au progrès social profitable à tous. On ne peut atteindre cet objectif que dans le cadre d'un environnement social apaisé où tous les acteurs sociaux sont impliqués. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction, nous avons sollicité du Bureau international du travail un appui technique en vue de mettre en place une feuille de route inclusive pour arriver à une paix durable. Ça nous a fait travailler avec les organisations d'employeurs, les organisations de travailleurs, les départements ministériels et les institutions de la République. Et c'est fort de tous ces contacts et de tous ces échanges qu'une feuille de route a été élaborée et a été adoptée de façon tripartite par les acteurs et qui nous permet de nous engager dans un schéma de construction durable de la paix sociale en Guinée. À l'issue de cette rencontre, une étude sérieuse sera faite. Elle servira de document de base dans la mise en œuvre du cadre de concertation d'un dialogue national inclusif. Elle passera en revue les attributions de chaque structure sociale. Pour les acteurs tripartites, c'est une avancée significative dans la construction d'une paix durable dans notre pays. Au terme du Forum national du dialogue social, les acteurs sociaux peuvent soit s'accorder sur un pacte social, soit sur un protocole d'accord, soit sur une entente sociale, voire même une... Le mouvement syndical guinéen est un pionnier dans la lutte de libération de l'Afrique. Mais depuis quelques années, le pays souffre des grèves à répétition, conduisant le pays dans des difficultés économiques. Aujourd'hui, les acteurs sociaux veulent tourner cette page sombre pour permettre au pays d'amorcer son décollage économique pour le bonheur du peuple de Guinée. On en vient au programme d'appui sectoriel de la décentralisation. Un bilan positif a été enregistré dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Ceci au regard des résultats présentés à la presse à Conakry. Ces avantages collectivement acquis ont été financés par le 10e Fonds européen de développement. Le programme prend fin en novembre prochain. Baba Kouyaté, Mamadi Ternaka Mesoko, reportage. En Guinée, l'avenir est prometteur dans les collectivités locales. En 4 ans, le projet d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration, financé par le 10e Fonds européen de développement, appuie notre pays en matière de transfert des compétences au niveau local. En plus du renforcement des capacités des acteurs locaux, la Guinée s'est dotée d'un nouveau statut de fonction publique locale. Mieux, un fonds national de développement local est institutionnalisé dans le but de rendre autonomes les communes urbaines et rurales. Donc, ce que le projet a permis de faire, c'est d'apporter tout ce qui manquait en termes d'articulation, donc d'architecture globale, pour qu'il n'y ait plus de problème, mais également toutes les composantes qui manquaient. Les ressources humaines, on va les transférer complètement et les mettre à la disposition de la fonction publique. Celles qui travaillent pour les collectivités écoles vont être gérées par les collectivités. Ça, c'est le statut de la fonction publique locale. Vous avez la charte de la déconcentration qui va permettre de signer un contrat entre chaque gouverneur de région et un ministère sur la partie de politique qu'ils doivent mettre en place. Vous avez également un aspect qui est très important, c'est l'Agence nationale de financement des collectivités locales qui n'existait pas, mobiliser des fonds à hauteur de 15% des revenus miniers et les transférer aux collectivités locales. Il faut que ces actes soient aussi mis en œuvre, que
l'État, au-delà, a fait déjà un pas très important pour ce qui concerne la création de ce fonds. Il faut que les règles claires soient aussi respectées dans le cadre de l'utilisation de fonds de développement des collectivités locales. Il faut que l'acte concernant la gestion des ressources humaines par les collectivités elles-mêmes aussi soit aussi un acte qui soit finalisé, adopté et appliqué comme il faut. Outre ces accompagnements institutionnels, le ministère de la fonction publique et celui de l'administration du territoire ont été dotés de matériel bureautique ainsi que de 20 véhicules et de 16 motos. Des acquis qui encouragent l'Union européenne à davantage accompagner la Guinée dans son programme de réforme de l'administration. Je dois reconnaître qu'il y avait vraiment beaucoup de défis. Je pense que tous les bénéficiaires ont reconnu qu'il y avait des défis. Mais l'Union européenne, elle est contente du résultat. On a un bon dialogue, on a un bon échange avec tous les bénéficiaires, on a une bonne coopération. Donc nous, on est satisfait des résultats. Au cours de ce point de presse sur les acquis du programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration, il a été annoncé la fermeture à partir de novembre prochain de certains volets du projet. Par contre, le processus de modernisation de l'état civil en cours d'expérimentation en Zérékoré suivra son cours. Dans l'actualité également, la Guinée abrite les travaux de la 2e édition du Forum ouest-africain de la jeunesse de la CEDEAO. La rencontre se veut une plateforme d'échange et de sensibilisation de la jeunesse face à l'immigration et aussi mettre un cachet particulier sur l'entrepreneuriat jeune. Maurice Sidibé nous signe ce reportage. Les jeunes de l'espace CEDEAO se mobilisent contre les migrations irrégulières. Plus de 3000 jeunes migrants africains ont péri l'an dernier au large de la Méditerranée selon l'Organisation internationale pour les migrations. La 2e édition du Forum ouest-africain de la jeunesse CEDEAO met au cœur des discussions la migration irrégulière et les défis de l'entrepreneuriat dans l'espace CEDEAO. Cette rencontre sous-régionale se veut un espace de proposition de solutions concrètes pour freiner les mouvements migratoires et faire de la jeunesse africaine un véritable levier de développement. Il faut développer l'entrepreneuriat qui va maintenir la jeunesse ici en Afrique. Il faut vraiment développer l'entrepreneuriat qui doit prendre le plus gros bataillon des jeunes. On ne peut pas travailler tous dans la fonction publique. Non, non, non. Il faut vraiment développer l'entrepreneuriat pour pouvoir maintenir la jeunesse et développer notre Afrique, notre CEDEAO. Il faut que les jeunes soient conscientisés, que les jeunes soient en mesure de créer des initiatives, de prendre des initiatives et que ces initiatives-là soient accompagnées. Raison pour laquelle les thématiques qui seront animées, nous allons parler même des obstacles de financement des initiatives. Parce que les jeunes, à un moment donné, ont des bonnes initiatives. Mais ces initiatives-là manquent de financement, d'accompagnement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour briser toutes ces difficultés-là afin que les jeunes restent ici, qu'ensemble nous développons notre espace qui est l'un des espaces les plus riches du monde. Ces jeunes venus des 15 pays de la sous-région ont invité les gouvernements de l'espace CEDEAO à repenser les politiques liées aux questions des jeunes sur le continent tout en privilégiant l'entrepreneuriat. Les pays comme la Guinée ont déjà commencé à aller dans cette direction. Le ministère de la Jeunesse est en train de travailler actuellement sur des projets, des programmes pour faire en sorte que les jeunes aient le savoir-faire technique, le savoir-être citoyen et qu'ils trouvent des opportunités pour être soit des employés, soit des indépendants ou même des entrepreneurs, c'est-à-dire qui portent même des initiatives génératrices de revenus et créatrices d'emplois pour d'autres jeunes. À la fin de ce forum de 3 jours, des résolutions seront adoptées pour faciliter l'épanouissement de la jeunesse africaine. La première édition de ce forum s'est tenue l'année dernière à Bamako, au Mali. Elle était axée sur les questions sécuritaires. Éducation, préparatif de la rentrée scolaire 2018-2019. Les acteurs de l'éducation passent à la phase pré-rentrée. Ils s'activent pour une réouverture des classes effectives à travers des rencontres. Le but est d'appliquer les mesures lors de la session nationale de concertation. Mama Issata Kamara.
Après la session nationale de concertation, l'heure est à la restitution. Les responsables des écoles de la commune de Matoto se retrouvent pour partager les recommandations faites à l'issue de la session nationale. L'objectif est d'interpeller ces administrateurs scolaires sur la nécessité d'une meilleure application des mesures prises pour l'année scolaire 2018-2019. Il a été décidé que pour la candidature aux examens nationaux, entrée en 7e année, c'est-à-dire certificat d'études élémentaires, il faut que l'élève qui quitte la 5e année pour la 6e année ait une moyenne égale ou supérieure à 5. Au cours de l'année, pour qu'il soit effectivement retenu comme candidat, il faut qu'il ait une moyenne annuelle de 4 sur 10. Au cours de cette rencontre d'échange, les gestionnaires d'écoles de la commune de Matoto ont pris connaissance du contenu de la lettre d'instruction ministérielle relative à l'année scolaire 2018. Il s'agit notamment du respect des horaires du cours, la ponctualité du personnel enseignant, la collaboration harmonieuse avec l'APAE, l'organisation régulière des missions d'inspection et la rigueur dans l'attribution des moyens de passage en classe d'examen. La rencontre est très importante. Il faut se réunir, échanger des idées, se donner en même temps des conseils pour une bonne gestion de l'année scolaire 2018-2019. Cette circulaire qui a été lue tout de suite là va être expliquée, commentée aux enseignants. Les mesures prises, ils seront informés. Et s'il y a des fournitures scolaires, c'est à cette occasion qu'on va distribuer tout ce qu'il faut comme matériel scolaire. Et on demandera aux enseignants, pendant cette première rentrée-là, qui est la rentrée administrative, chacun, sachant son emploi du temps, doit préparer la répartition annuelle du programme. Tous sont déterminés à respecter ces différentes recommandations pour la qualification de l'école guinéenne. Pour veiller à l'application correcte des mesures annoncées, la direction communale de l'éducation de Matoto prévoit des missions de contrôle permanentes dans les différents établissements scolaires. La qualité des produits agricoles passe par la valorisation de la biodiversité pour garantir l'authenticité des produits agricoles. Des cadres du département de l'agriculture étaient en conclave et se sont penchés sur l'utilisation durable de la biodiversité. Abdul Aziz Baldé, Mamadou Alpha Baldé. Ils sont venus du département de l'agriculture, de l'environnement et de la société civile pour parler de la gestion durable des ressources naturelles. Pendant 48 heures, ces acteurs se sont penchés sur des voies et moyens permettant une meilleure production agricole et semencière en Afrique, notamment en Guinée. Il y a des documents qui sont rédigés, qui existent sur la politique sémencière en Guinée, mais on se demande aujourd'hui avec toutes ces importations d'engrais qui se fait au niveau national et les nouvelles pratiques aujourd'hui qui sont en train d'être mises en œuvre au niveau des autres pays dans le cadre de l'agroécologie, on se demande aujourd'hui quelle est la place que la Copagène pourrait occuper au niveau national et quel rôle on pourrait jouer dans le cadre de l'accompagnement des organisations paysannes pour prendre en compte cette thématique agroécologie et semences paysannes. La production de la biodiversité et la valorisation de nos produits sont aussi évoqués. L'idée est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire à travers le pays. Tous les citoyens qui sont concernés par les questions aujourd'hui de l'agroécologie, les questions des semences, qui se retrouvent pour discuter. Donc ça crée un dialogue, mais ça permet aussi de s'éduquer, de s'informer pour mieux agir, pour défendre cette agroécologie qui est aujourd'hui la solution la plus adaptée aujourd'hui contre les variations climatiques que nous sommes en train de vivre. On est en train de renforcer notre capacité et ça nous permettra à notre tour de vraiment renforcer la capacité de nos organisations à la base, tout en les sensibilisant en fait sur les méfaits, les effets négatifs en fait de l'utilisation de ces produits au niveau non seulement du sol mais aussi sur les produits agricoles, mais aussi les former, les conscientiser que en fait en utilisant ce que nous disposons, on peut vraiment produire mieux et produire dans la durabilité. Cette rencontre est une initiative de la coalition pour la production du patrimoine génétique africain. À date, Copagène évolue dans 9 pays de l'UEMOA, dont la Guinée. Sa principale mission est d'œuvrer à la sauvegarde du patrimoine génétique et à l'utilisation durable des ressources biologiques.
Direction Mamon pour parler des maladies animales, précisément la brucellose, une maladie infectieuse causée par des bactéries. Elle fait avorter les bovins, les caprins ou encore les ovins en gestation. Pour sauver les élevages de troupeaux, le gouvernement, avec l'appui technique et financier de la FAO, vient de mettre en place un dispositif de surveillance de l'épidémie. L'objectif est de déterminer le taux de prévalence de la maladie et les zones à haut risque. On en sait un peu plus dans ce reportage traité par Mamadou Patebaldé. Cette simulation des agents vétérinaires de la Guinée, ici à l'ENATEP de Mamou, montre le combat qu'ils comptent mener sur le terrain pour lutter efficacement contre la brucellose, communément appelée maladie zoonotique. Une maladie qui affecte dangereusement la santé humaine, animale et environnementale. Une démonstration qui prouve à suffisance la volonté de ces agents de combattre cette épidémie qui prend de l'ampleur sur le terrain. Il est question de former les agents du terrain, les former, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent venir vers les éleveurs, les sensibiliser et, n'est-ce pas, faire des prélèvements et pour que, n'est-ce pas, à partir de ces prélèvements, nous recueillons le sérum, n'est-ce pas, que nous allons envoyer au laboratoire pour voir quelle est la prévalence, n'est-ce pas, de la brucellose en ce milieu. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut faire voir la prévalence au niveau du pays. Donc pour ça, il faut que les gens apprennent correctement les choses, il faut qu'ils sachent faire les choses au préalable avant d'être sur le terrain. Le lancement officiel des opérations de mise en œuvre du plan de surveillance de la brucellose a mobilisé les autorités régionales de Mamou et de quelques agents vétérinaires venus de différentes régions administratives du pays. L'opération financée par la FAO est exécutée par le ministère de l'élevage. Sa mise en œuvre permettra de collecter 4500 sérums de ruminants domestiques, des ruminants domestiques de type bovin, ovin et caprin. Ces sérums seront analysés par le laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry pour la détection de la maladie. Pour ce faire, le laboratoire a été rénové et équipé et son personnel formé. 60 à 70% des maladies humaines qui viennent des animaux. Et pour que la mise en œuvre de ce plan soit effective, il faut des agents bien formés. C'est pourquoi nous avons réuni un certain nombre d'agents où la brucellose sévit réellement dans nos préfectures pour que ces agents soient formés à l'échantillonnage, à la collecte, à l'échantillonnage et au transfert de ces données, de ces échantillons à notre laboratoire. Les prochains jours, ces agents vétérinaires seront déployés dans les 150 villages de 12 préfectures identifiées. Voyons à présent comment se porte le terminal conventionnel du port autonome de Conakry, 2 mois après sa mise en concession, ainsi que les autres activités portuaires. Une équipe de notre rédaction, guidée par Mabinti Laïsouma, était sur place pour le constat. Suivez. Quai conventionnel du port de Conakry. Le Blue Sea vient d'accoster. Après 1 mois, 17 jours de rade, ce navire de 189 mètres en provenance de l'Inde jette l'ancre dans les eaux guinéennes. Sur le quai, des centaines de dockers s'activent pour décharger 36 000 tonnes de marchandises. Comme à l'accoutumée, chacun à son poste, le travail bat son plein. Les dockers sont là, ils veulent travailler, il n'y a pas de travail. Ils sont assis à leur base. Les gens veulent travailler, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de place. Regardez, il y a combien de bateaux qui sont garés au rad. Aujourd'hui, tous n'ont pas eu la chance de décharger le Blue Sea. Certains travailleurs attendent impatiemment d'autres navires. Repartis en plusieurs groupes, le nombre de dockers surpasse largement les arrivées de bateaux. Ceci s'explique par l'étroitesse de ce terminal conventionnel vieux de 123 ans et dont la dernière réhabilitation remonte en 1992. L'extension et la modernisation sont attendues avec une impatience non dissimulée. La Guinée n'a pas de quai. On a 2 quais officiels. Premier quai, il y a le navire médical qui est venu pour la Guinée qui est accosté là-bas. Deuxième quai est là. C'est occupé chaque moment. Actuellement où on parle là, il y a plus de 10 navires en rade.
il y a plus de 4 navires de bleu, 2 navires de riz qui sont accostés à rade. Tous ceux qui parlent de bobards pour dire qu'ils sont en train de vendre le port, c'est du mensonge. Les travailleurs de port sont tranquilles. Les syndicats sont là pour nous gérer. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là, on est tranquille. On veut que ça s'améliore. Ils n'ont qu'à construire des quais, la concession du port pour que les gens puissent travailler. Même son de cloche sur le quai du port minier. Des va-et-vient témoignent de l'affluence des travailleurs. Tous attendent le début des travaux qui changeront le visage de ce quai. La Costa, c'est pas tellement facile à l'air là. En franche vérité, c'est pas tellement facile. Parce que vous voyez, les quais sont affaissés. Ça, c'est ancien, trop ancien. La solution, il faut reprendre. Il faut agrandir pour que on accueille les grands navires en un mot. C'est une bonne chose pour le peuple guinéen. Même si ce n'est pas nous, avec nos enfants qui viendront, ça pourra continuer le processus. Donc, je pourrais dire merci au chef de l'État de faire un contrat avec la Turquie. Vraiment, nous sommes très heureux de ça aussi. Le port autonome de Conakry est en ébullition. Les activités s'enchaînent. D'un côté, l'on s'apprête à recevoir de nouveaux bateaux. De l'autre, les camions pleins de marchandises sont prêts à prendre la route pour servir les différentes préfectures et certains pays limitrophes. Moi, particulièrement, je fais le transport inter-État. Ça se passe dans de vraiment meilleures conditions. On n'a jamais été emmerdé, ni l'autorité, ni les sécurités en civil, personne, ni les opérateurs de port. Voilà mon ordre de mission, qui c'est déjà signé par l'État. Je dois bouger dès ce soir pour Mali. Je n'ai jamais vu un arrêt de même seconde. Il y a près de 500 camions qui sont sortis par jour. Malgré la position stratégique du port de la Guinée, la capacité d'accueil des navires et marchandises est très limitée en fonction du besoin. Il n'enregistre que 9,2 millions de tonnes de marchandises par an, contre 22,5 millions pour le port d'Abidjan et 14,5 millions pour celui de Dakar. Pour renverser la donne, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et son gouvernement ont procédé le 10 août dernier à la signature d'un accord conventionnel avec la société Al-Baraka. Dans les 2 prochaines années, la société turque va investir 200 millions de dollars pour l'extension et la modernisation du terminal conventionnel. Objectif, rendre le port plus compétitif. En attendant la mise en application de la Convention, les 4000 travailleurs de l'un des poumons économiques du pays sont sur pied chaque matin. Et les activités portuaires continuent à un rythme effréné. Nous sommes bien le 14 septembre, une date peu connue des Guinéens et pourtant c'est l'un des repères de l'indépendance. C'est à cette date que le projet de l'indépendance de la Guinée a pris forme, un jour où la Guinée a clairement opté pour sa souveraineté nationale. Alia Camara revient sur cette date historique. Tout a commencé dans cette salle le 25 août 1958 lors d'une réunion de l'Assemblée territoriale. Le général de Gaulle voulait sonder la position guinéenne par rapport à la proposition faite aux colonies de poursuivre ou non l'aventure avec la France. Dans son discours, El Hadj Saïfoulaye Diallo, président de l'Assemblée territoriale, demande une amélioration des relations entre les 2 États. Mais le camarade Ahmed Sékou Touré, lui, avait déjà une toute autre vision. Le général de Gaulle comprend la position de Conakry et ouvre une brèche dont la Guinée se saisira plus tard. Le 14 septembre, une réunion d'urgence est convoquée au Palais des Nations, alors appelé Place Perron. Et la consigne est claire, votez non au projet de référendum. De Gaulle a fait le tour de tous les territoires pour demander qu'on vote oui. Tous les autres ont donné leur avis à De Gaulle qu'ils allaient voter oui. Quelqu'un de son entourage a dit il faut aller voir Sékou Touré. Parce que la décision qu'il prendra, c'est ce qu'il fera. S'il lui donne son accord, vous le accorde. S'il ne donne pas son accord. Alors De Gaulle est venu ici. Quand ils sont allés à l'Assemblée territoriale, les échanges de discours, c'est là où De Gaulle a vu
Parce que c'était Elhadji Saifoula qui était le président de l'Assemblée territoriale qui a fait le discours. Il a fait un très bon discours. Et après, le président Sékou Touré a pris la parole. Il a dit que l'histoire ne retiendra pas que la France généreuse a voulu nous donner l'indépendance et que nous avions dit que nous préférions rester colonie. Il dit, moi je voterai non au nom de la Guinée, au nom de l'Afrique. Et cela a choqué beaucoup de Gaulle. Cela l'a beaucoup. C'est là que lui, il a fait un engagement. Les Français ont voulu tout modifier, mais ils étaient trop engagés. Il a dit, la Guinée prendra la voie qu'elle voudra. Cette réunion du 14 septembre avait réuni plusieurs hauts responsables du bureau politique national du PDG-RDA. La rencontre a duré une demi-journée et ceux qui étaient présents devaient passer la consigne de vote aux collectivités qu'ils géraient. On avait supprimé la chefferie coutumière qui était la base du colonialisme en Afrique. Nous l'avons enlevé. Nous avons mis à leur place nos responsables, nos militants, nos cadres. Alors de telle sorte, personne ne pouvait nous empêcher, ne pouvait entraver la marche en avant du PDG vers l'indépendance. Seulement c'est dans cette salle, c'est dans ce lieu-là, où toutes les décisions, où toute la décision finale a été prise. Au terme de la réunion du 14 septembre, le camarade Sékou Touré demande à ses collaborateurs proches, Damantan Camara et Lansana Beavogui, de raccompagner la délégation française. Dans la même soirée, l'opposition, représentée par Barry Diawandou du BAG, Bloc africain de Guinée, et Barry III du Parti socialiste, décide de rallier la position commune, votée non le 28 septembre. La commission d'organisation nationale des festivités de l'an 60 de l'indépendance de notre pays s'est retrouvée ce matin au ministère de l'administration du territoire. À l'ordre du jour, le compte-rendu des 14 sous-commissions mises en place pour la réussite de l'événement. Mohamed Lamine Souma. Dans moins de 18 jours, la Guinée va célébrer l'an 60 de l'indépendance nationale. À ce jour, la commission nationale d'organisation des festivités est en avance dans les préparatifs. Pour donner un éclat particulier à la fête, les 14 sous-commissions mises en place ont à tour de rôle déroulé leur plan d'action. Au programme, le pavoisement de la ville, le transport, les animations culturelles, l'accueil et l'hébergement. Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a instruit au gouvernement du docteur Ibrahima Kassory Fofana de donner cette année tout l'éclat qu'il faut à la célébration de cette fête anniversaire. Aujourd'hui donc, une bonne partie du travail théorique est déjà abattue parce qu'il s'agit de définir des actions. Il s'agit de les programmer, ces actions-là, et il s'agit au finish de les mettre à exécution le 2 octobre. Et comme vous le savez, c'est une fête qui va mobiliser beaucoup de monde. La fête doit être une fête rayonnante sur le plan artistique, sur le plan culturel, sur le plan d'apports sociaux dans notre pays. Et surtout, elle doit être une occasion du réchauffement de l'amitié entre le peuple de Guinée et les autres peuples frères. En tenant compte de la forte mobilisation des invités très attendus ce jour de fête, les autorités entendent mettre en place un dispositif sécuritaire qui va mobiliser quelques 2103 agents de police, de la gendarmerie et de la garde communale. Pour la réussite des festivités nationales, le stade du 28 septembre de Conakry est retenu pour le défilé. Cette date est remarquable comme une identité mathématique pour tous les Guinéens. L'indépendance nationale, ce n'est pas l'apanage d'une région, ce n'est pas l'apanage d'une religion en Guinée, ce n'est pas l'apanage non plus d'une ethnie. Le 2 octobre, c'est la date de tous les Guinéens. Pour conférer à l'événement toute sa splendeur,
Les leaders de 3 mouvements panafricains sont conviés à prendre part à la fête, dont le Congrès national africain, ANC. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa sera l'hôte de marque du président, professeur Alpha Condé. Voilà, c'était un reportage de Mohamed Lamine Camara. Et puis cette brève sportive, le Oroya Athletic Club a été tenu en échec 0-0 cet après-midi par le club égyptien d'Al Ali au stade du 28 septembre. C'est à l'occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le match retour est prévu dans une semaine en Égypte. Nous revenons sur ces 2 décrets du président de la République. Décret numéro 228. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Articles 1er sont relevés de leurs fonctions à la Direction générale du port autonome de Conakry. Madame Awa Keïta, précédemment directrice générale. Madame Mamasta Haribo, précédemment directrice générale adjointe. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 septembre 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret numéro D229 portant nomination d'un haut cadre à la Direction générale du port autonome de Conakry. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, Madame Hélène Savané, administrateur civil, est nommée directrice générale du port autonome de Conakry. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 septembre 2018, signé professeur Alpha Condé. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous accorder du temps, surtout passer de bons moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.